Ouais, sera repartagé. Bon, mais ça n'est pas raconter toute connerie. Hein. Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue aux deuxième journée de notre colloque sur les représentations et perceptions des risques naturels. Donc c'est le 8 juin et on va lancer notre journée avec une petite session sur les communications et représentations médiatiques des risques naturels. Donc, je suis votre hôte pour ce matin, Benjamin Van Veek de Vries. Et dans un instant, on va appeler à Michael Chambru et Jean-Philippe Oliveira de l'Université de Grenoble, les Alpes, donc la France, pour communiquer autour des risques naturels en montagne, en finir avec l'information préventive. En premier, je vais vous demander quelque chose pour les présentateurs. Le premier, bien connecté en amont de sa conférence. Deuxième, préparez votre présentation en amont. Il faut partager votre présentation au moment que vous êtes introduit et respecter le temps. Et quand vous avez 5 minutes avant la fin, je vais vous signaler avec une intervention polie. Donc, sans attendre plus, on va appeler à Michael et Jean-Philippe de se présenter. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Donc, je vais me présenter en premier. Je suis Jean-Philippe de Oliveira, maître de conférence en sciences de l'information et communication à l'Université de Grenoble-Alpes et membre du laboratoire Le Gressec. Et je suis avec Michael Chambru, qui est également maître de conférence en sciences de l'information et de la communication dans le même laboratoire et dans la même université que Jean-Philippe de Oliveira. Donc, en préambule de cette présentation, je vais recontextualiser en fait cette recherche dont nous allons vous présenter une partie des résultats ce matin. En 2016, nous avons déposé donc une réponse à un appel à projet FEDER-POIA, donc pour une recherche sur les risques naturels et le changement climatique, donc un fonds européen. Et pour cela, nous avons été aidés par le pôle alpin des risques naturels de Grenoble. Alors, c'est important parce que ça a son importance puisque le pôle alpin des risques naturels, le PARN, nous a un petit peu accompagnés et conseillés surtout sur les attendus de ce type d'appel à projet. Et notamment, nous étions partis sur une problématique que nous allons vous présenter ce matin, dont le PARN nous a demandé en fait d'invisibiliser en quelque sorte pour mettre l'accent sur la finalité opérationnelle. Et donc, dans cette réponse à l'appel à projet, nous avons mis en avant le fait que que cette recherche allait aboutir à un plan de communication pour l'amélioration de l'information préventive sur 2 territoires de montagne, en Haute-Savoie et dans les Hautes-Alpes. Mais en fait, nous avons quand même maintenu quelque part dans notre tête cette problématique un peu plus critique qui s'inscrivait dans les recherches
que mène depuis plusieurs années le laboratoire sur la prévention, la communication préventive. Et donc, ce financement a été une opportunité pour nous pour récolter aussi des données de terrain qui nous permettaient de répondre à cette problématique de recherche plus critique, on va dire. La finalité opérationnelle a été d'autant plus compliquée que notre enquête de terrain, et c'est ce que nous vous proposons de vous présenter ce matin, a montré que finalement, il n'y avait pas vraiment d'attendu de la part des habitants, d'attendu autour d'une information préventive liée au risque naturel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons intitulé cette communication « Communiquer autour des risques naturels, en finir avec l'information préventive ». Et donc, je vais laisser Mickaël introduire. Alors, du coup, merci Jean-Philippe. Du coup, pour prendre le relais, quelques éléments assez rapides de présentation du coup, de nos terrains d'enquête. Donc, le travail de terrain qui s'est déroulé au cours de 3 années s'est déroulé sur 2 territoires, 2 villages des Alpes, un en Haute-Savoie et un dans les Hautes-Alpes. Donc, je ne vais pas forcément trop m'attarder, mais juste préciser que du coup, la particularité, ou en tout cas l'intérêt de ces terrains, en tout cas de la question de la montagne, c'est que la montagne est présentée de longue date, hein, c'est pas quelque chose de pratiquement contemporain, comme un territoire qui est particulièrement soumis aux risques naturels et plus particulièrement dont la vulnérabilité est accrue, serait accrue sous l'effet du changement climatique en cours. Pour le dire autrement, le changement climatique renforce, développe la vulnérabilité des territoires aux risques naturels. Et ce qu'on observe sur ces territoires de montagne, et sur le pourquoi nous, chercheurs, avec d'autres collègues, dans ce que Jean-Philippe a dit, un projet interdisciplinaire, on a été mobilisés, c'est que l'action publique a comme vocation à développer une culture locale du risque et améliorer l'information préventive autour de ces risques. Et dans cette perspective-là, et on l'a vu un peu hier dans l'après-midi dans le colloque, et on le verra sans doute encore plus aujourd'hui, l'information préventive, la communication, est mobilisée comme un des vecteurs de la résilience de ces territoires. Et du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement d'interroger ce qui est présenté comme une évidence. C'est-à-dire que la communication et l'information préventive iraient de soi. C'est vraiment cette évidence. Donc, pour aller un petit peu plus loin, l'idée dans cette introduction, ça va être de présenter quelques éléments, quelques notions sur la manière dont nous, avec Jean-Philippe et plus largement en sciences de l'information et de la communication, on aborde cette question de la communication. Alors pourquoi je dis ça? C'est que la question des risques naturels et la question de la communication, et un certain nombre d'entre vous le savent peut-être même mieux que nous, n'a pas attendu à ce qu'une discipline spécifique, les SIC, aborde cette question. Nos collègues, je pense notamment à nos collègues géographes, abordent de longue date la question de la communication et de l'information préventive pour tenter d'analyser, de mettre en œuvre des outils, des dispositifs, analyser les jeux d'acteurs. Voilà. Donc, cette logique-là, elle existe depuis plusieurs décennies. Et si on si on tente une très rapide synthèse de la littérature sur cette question-là, le point commun de ces différents travaux, c'est qu'ils ont tendance généralement à saisir les outils, la communication au prisme de ces outils. Voilà. Et des outils qui seraient vecteurs d'information, de sensibilisation, d'éducation, de responsabilisation, d'adaptation des pratiques et des territoires face aux risques naturels. Et dans cette perspective-là, la communication, elle est très souvent thématisée au prisme de l'information préventive, qui est elle-même saisie, considérée comme un des piliers de l'information, des politiques publiques de prévention des risques. Et la recherche, dans cette perspective-là, elle a comme vocation de mesurer l'efficacité, l'impact de ces dispositifs-là, sans nécessairement interroger ce qui est en amont des choix qui sont faits. Et c'est justement ce que nous, on a essayé avec Jean-Philippe de travailler dans ce projet-là. Et pourquoi on a adopté cette démarche? C'est le deuxième point que vous avez sur le diapo, c'est qu'en sciences d'information et de la communication, on approche la communication pas uniquement dans sa finalité persuasive, dans l'idée qu'elle servirait à fabriquer du consensus et faire du changement de comportement. Et pourquoi on adopte une autre façon d'aborder la communication? C'est que cette façon-là, elle a une tendance à surestimer, a priori, les effets des dispositifs de communication dans les changements de comportement. Et nous, on considère au contraire que la communication est un processus, c'est un phénomène social très complexe qu'on ne peut pas réduire à des outils et qui est au contraire révélateur, qui donne à voir des logiques sociales qui le dépassent, qui peuvent être d'ordre politique, culturel, économique, etc., qui se déploient à différentes échelles. Donc ça permet de comprendre des jeux d'acteurs entre l'échelon national et l'échelon territorial de façon asymétrique.
Voilà, donc du coup, c'est ça que ça nous permet de pouvoir interroger. Si je reviens sur le projet qu'on va vous présenter avant de redonner la parole à Jean-Philippe, on vous indiquait qu'il y avait une finalité très opérationnelle du projet qui mobilise justement la communication dans cette perspective-là que nous, on critique. Pour le dire autrement, les pouvoirs publics qui ont commandité notre recherche-action et qu'on retrouve dans plein de travaux sur la question des risques naturels, vont avoir tendance à envisager justement la communication comme un dispositif technicisé qui est doté d'effets performatifs qui ont comme but de mettre en cohérence, d'uniformiser les pratiques des individus. Or, et c'est le dernier point de ce diapo, c'est que ces discours-là, ils produisent des effets du coup sur la réalité. Et ils accréditent la croyance, en tout cas ils participent à enraciner la croyance de la toute-puissance de la communication qui serait apte, de fait, à transformer le monde social au nom du bien commun. Alors que la communication renvoie, ce que je vous disais tout à l'heure, à des réalités beaucoup plus complexes, à des relations de pouvoir, à des tensions, à des conflits. Voilà, donc l'idée, nous, dans ce projet-là, pour le dire encore une autre fois autrement, c'est de voir comment on peut saisir la communication en train de se faire lorsqu'elle est mobilisée de façon instrumentale dans des projets de recherche. Donc, je vais revenir sur ce que j'ai évoqué en préambule, sur cette double posture de recherche opérationnelle et critique qui nous a guidés tout au long de ce projet. Nous sommes à la fin du projet, nous sommes dans la 4e année. Donc, je ne reviendrai pas sur la dimension opérationnelle, puisque Michael l'a déjà bien développé, mais on avait, comme je vous l'ai dit, gardé dans un coin de notre tête une problématique qui était critique, qui était plus dans nos axes de recherche, qui pourrait être formulée ainsi: en quoi le déploiement dans les territoires de montagne de la communication autour de l'information préventive sur les risques naturels révèle-t-il des divergences sociales? Et pour ce faire, on a mis en place une enquête sur les 2 territoires de montagne, une enquête à la fois qualitative auprès d'élus et d'acteurs socio-économiques via des entretiens semi-directifs. Donc nous en avons mené 40 au total. Et une autre enquête qualitative par entretien directif cette fois-ci auprès d'habitants des 2 territoires. Et nous en avons mené 50 au total. Et lors de cette enquête, bien entendu, nous avons essayé de déterminer quels étaient les attendus en termes d'information préventive, quelles étaient les pratiques aussi en termes d'information préventive, quelles étaient aussi les pratiques en termes de loisirs et d'activités sportives, la perception des risques des habitants, puisqu'il y avait quand même cette dimension opérationnelle qui nous obligeait de fournir un plan de communication à la fin du projet. Donc il fallait bien qu'on ait une base pour savoir un peu quels étaient les leviers à mobiliser pour pouvoir toucher au maximum les habitants, les cibles, les publics cibles de cette communication. Mais on n'a pas abordé la question de la prévention des risques de front. Notre objectif avec ces entretiens qualitatifs était d'abord d'identifier les enjeux de façon générale, les enjeux perçus par les habitants de ces territoires, les enjeux liés au territoire, mais comment ils étaient définis par les habitants eux-mêmes. Et c'est seulement dans un second temps que nous avons complété nos entretiens par des questions autour de la question des risques. Donc voilà les premiers résultats qu'on peut mettre en avant ici assez rapidement, c'est qu'on a des résultats assez homogènes sur les 2 territoires. C'est que les habitants sont à capacité de citer les risques majeurs auxquels le territoire est soumis, même s'ils ne connaissent pas très bien, voire pas du tout, les outils réglementaires mis en place par les communes. On pense par exemple au DICRIM. Donc ce qui est important de souligner dans un premier temps, c'est qu'il n'y a pas de déni du risque, il n'y a pas de déni de la réalité des risques. Et nous avons identifié en fait 3 postures. Voilà, quand on a analysé les entretiens, la retranscription des entretiens menés auprès des habitants, là je suis toujours sur les habitants, nous avons identifié 3 postures. La première, c'est que, encore une fois, sans minimiser le risque, les habitants considèrent le risque comme étant inhérent à la vie de montagne, à la vie en montagne, à la montagne. Donc, je vais vous donner des exemples des extraits de ces entretiens, des verbatims que nous avons repérés et que nous avons gardés pour cette communication. Par exemple, on nous a dit c'est la nature
cela existe depuis les origines, donc on sait qu'on risque des inondations, des ravins, des avalanches de pierres. On nous a dit aussi, ici, on fait avec. On habite là ou pas, mais si on habite là, on l'accepte. On nous a dit encore, on vit avec les risques depuis tout petit, on est habitué à ces choses-là, on respecte la montagne. Et du coup, cette première posture, là, dont Jean-Philippe vient de vous donner quelques exemples à travers des verbatims récoltés, elle vient du coup confirmer ce que nous donne à voir, ce que montre la bibliographie existante sur cette question-là. Et je pense notamment à nos collègues historiens qui ont travaillé de longue date autour de ces questions-là et qui globalement montrent que les risques en montagne, c'est ce qu'on voit nous aussi dans notre enquête, sont simultanément un phénomène naturel, voilà, qu'on peut décrire, mais aussi un produit social qui est organisé par un cadre réglementaire et législatif qui s'inscrit sur le temps long du coup de l'action publique en montagne. Pour le dire encore autrement, c'est que les risques naturels, ils font partie intégrante des dynamiques sociales, économiques, politiques des sociétés montagnardes. Et ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que du coup, les historiens le documentent depuis à peu près le XIIIe siècle, où les premières réglementations dictées par le pouvoir politique apparaissent dans l'objectif de construire un équilibre sur des territoires qui sont déjà présentés comme étant à risque et devant être régulés et gérés par l'État. Et on retrouve déjà à cette époque-là cette tension, cette idée que les habitants des sociétés montagnardes seraient potentiellement dans un déni de risque, alors que pas du tout. Voilà, c'est ce que va montrer notre enquête. Alors, une deuxième posture qui est identifiée, c'est que les habitants mettent en avant une expertise face au risque, de par leur connaissance en fait, du territoire et leurs pratiques routinières. Donc là encore, quelques exemples, quelques extraits d'entretien. On nous a dit, par exemple, je ne vois pas trop quelles informations on peut nous donner parce qu'on connaît le sujet. Le sujet, bien entendu, étant celui des risques. On nous a dit aussi, je suis, du verbe suivre, je suis un peu le bon sens montagnard. Voilà. Et donc là, sur à nouveau quelques petits éléments de terrain qui nous sont donnés, on retrouve, en tout cas cette enquête, elle vient à nouveau confirmer, en tout cas mettre à mal une idée, parfois souvent répandue, et je pense notamment dans la question de l'action publique, l'idée qu'il y aurait une opposition entre d'un côté les savoirs vernaculaires, donc celui des publics ordinaires sur ces risques, et les savoirs technoscientifiques qui seraient produits par les experts autour des risques naturels. Et là, notre enquête vient montrer que cette dichotomie, elle ne résiste pas à l'examen critique du terrain, de la même manière à nouveau qu'elle ne résiste pas à l'examen critique de l'histoire montagnarde, tant les risques en fait se sont construits sur le temps long de façon collective, de façon plurielle, conflictuelle, au-delà d'un seul aléa paramétrable d'un point de vue technique. Et pour donner un petit exemple, je pense notamment à tous les débats qu'il y a eu au début du XXe siècle sur la question des glissements de terrain et de la gestion des forêts dans les territoires de montagne. Voilà, et on peut retrouver un peu la même chose à nouveau aujourd'hui. On pourrait y revenir. Et donc une troisième posture qui découle en quelque sorte des deux premières que nous avons identifiées, c'est que les habitants mettent en avant la trop grande importance donnée à la gestion des risques. On nous a dit par exemple, les risques, on nous en met de partout. Bientôt, même sortir de chez soi, ça va être un risque. On nous a dit aussi, c'est un peu trop. On est rentré dans une culture où on a peur de tout. Il faut se protéger de tous les risques, ce n'est pas tenable. On nous a dit encore, il ne faut pas non plus exagérer, le risque zéro n'existe pas. Donc là, ce qu'on retrouve à nouveau, en tout cas ce que ça permet de documenter, c'est une des mutations de la scène du risque en montagne qui apparaît sur la fin du XXe siècle, dans laquelle la gestion et plus particulièrement la diffusion de l'information préventive devient un axe privilégié des politiques publiques, information préventive qui se retrouve mobilisée comme un outil de réduction des vulnérabilités, avec comme finalité de modifier des comportements, les comportements des publics qui sont jugés a priori comme étant pas les bons, et ça en décalage avec les pratiques elles-mêmes des publics. Donc, comme je vous l'ai dit en préambule, dans l'introduction sur l'aspect méthodologique, nous n'avons pas abordé la question des risques tout de suite dans les entretiens avec les habitants. On les a d'abord écoutés nous parler en fait de ce qu'ils considéraient être pour eux des enjeux importants au niveau du territoire et de la vie au sein de leur territoire. Et là, très clairement, ce qui apparaît comme enjeu dominant, spontanément, c'est un risque, certes, mais un risque plutôt socio-économique, lié aux évolutions du tourisme en montagne
et aussi un risque démographique lié, celui-là, au départ de nombreux jeunes qui ne peuvent plus habiter dans le village. Donc on s'est interrogé, on s'est demandé, mais alors pourquoi les élus locaux s'engagent autant dans la formation préventive plutôt que de participer à la mise en visibilité et en débat de cette question des risques socio-économiques qui préoccupent davantage les habitants. Petite parenthèse importante, quand je dis que les élus locaux s'engagent dans la formation préventive, c'est qu'une des pièces obligatoires pour monter le projet POIA, pour déposer le dossier, c'est d'avoir des lettres d'intérêt des élus locaux par rapport à la recherche. Donc, ils ont manifesté leur intérêt pour les résultats de notre recherche, donc pour la mise en place, pour la préconisation en fait, de stratégies, d'axes stratégiques en termes d'information préventive, sans lesquelles, ces lettres, sans lesquelles on n'aurait pas pu déposer de projet. Alors du coup, ce que Jean-Philippe vient de vous indiquer pourrait, de prime abord, apparaître comme étant relativement paradoxal. Mais à nouveau, si on fait un petit pas de côté et on regarde les travaux des collègues, ce qu'on observe, ou ce que nous, on a observé sur les territoires de montagne, en termes de politique de prévention et de mobilisation de la communication, ça s'apparente en définitive de quelque chose d'assez classique dans le cadre des politiques publiques en France. Je pense notamment à tous les travaux des collègues sur la question de la santé publique. Pour le dire très rapidement, ces politiques publiques, elles ont tendance à articuler de façon simultanée à la fois un appareil réglementaire qui combine la loi avec des contraintes législatives qui sont déployées par les autorités, notamment en prévoyant ce qu'on appelle des sanctions dans le cadre du non-respect du parapluie juridique qui est déployé par l'État pour se prémunir de toute responsabilité en cas d'accident, en cas de problème. Et dans ce cadre-là, l'information préventive, elle permet de justifier a posteriori et a priori la nécessité de cette action réglementaire visant à expliciter les dangers au public montagnard. Et ça, c'est d'autant plus renforcé sur la question des risques naturels que les évolutions récentes d'un point de vue législatif du dispositif réglementaire français autour des risques naturels est de plus en plus axé sur une logique de responsabilisation accrue des individus et par une place de plus en plus importante à donner à la communication en s'appuyant sur le fameux triptyque de la formation préventive que certains d'entre vous, j'imagine, connaissent au moins aussi bien que nous, qui est le informer, c'est prévenir un danger, informer, c'est façonner des comportements et informer, c'est protéger. Du coup, pour le dire autrement et du coup pour conclure, la contrainte de communiquer autour des risques naturels pour les élus locaux est donc, selon le résultat de notre enquête, plutôt une contrainte qui est exogène qu'endogène au territoire au sein duquel ils déploient leur action politique. Et c'est du coup ce paradoxe-là et une tentative d'explication de ce paradoxe-là qu'on vous propose avec Jean-Philippe dans la deuxième partie de notre intervention. Donc, comme je vous le disais, ce qui a été le plus mis en avant par les habitants, c'est ce risque socio-économique et démographique soulevé donc, par les habitants comme un des enjeux majeurs du territoire. Alors, quelques exemples encore d'entretien. On nous a dit que s'il y a moins de neige et que la station ne peut plus tourner, tout le monde va partir. Cela sera un second exode. On nous a dit aussi, le problème, c'est qu'il n'y a pas de boulot à l'année. Si les jeunes viennent s'installer, ils vont faire quoi? On nous a dit encore, le vrai risque, c'est que l'école ferme. Il n'y a pas eu de naissance depuis 3 ans dans les villages. On nous a dit encore, si l'école ferme, les familles ne viendront pas s'installer. Il n'y aura plus de commerce. Et on deviendra un village de retraités, de résidents. Les problèmes de son, ça va très bien. Oui, excusez-moi, on a un petit problème de son. Vous pouvez juste vérifier que vous êtes proche à votre micro. Oui, on va se rapprocher. Vous m'entendez mieux là? Est-ce que vous nous entendez? Oui, mais un peu moins qu'avant. Ah ben, on va essayer de parler plus fort. Et là, c'est bon? Oui, ça c'est bon. Okay. Donc c'est moi qui suis un petit peu trop loin. Merci. C'est bon, donc je vais parler un peu plus fort. Donc il y a clairement un décalage quand même entre l'inquiétude formulée par les habitants du territoire avec le besoin d'informations préventives sur les risques naturels, fixé a priori par les institutions européennes, puisqu'il s'agissait bien du cadrage de l'appel à projet FEDER-POIA. Donc pour poursuivre, l'enjeu, finalement, si je tente de résumer ce qu'a indiqué Jean-Philippe, l'enjeu territorial, en tout cas ce que montre notre enquête, ne serait donc pas de construire de l'information préventive
sur des risques déjà définis, a priori, mais au contraire de construire collectivement ces risques, c'est-à-dire de les définir, de les problématiser, pour leur apporter des solutions adaptées et d'envisager les risques se déployant sur le territoire dans l'ensemble de leur globalité, c'est-à-dire à la fois les risques naturels, mais aussi les risques liés à l'activité humaine qui eux-mêmes dépendent des risques plutôt d'ordre environnementaux. Voilà, donc ça, c'est un des résultats assez saillants, importants de notre enquête. Là où ça peut devenir plus compliqué, c'est que si on commence à établir une connexion entre la maîtrise des risques et le processus démocratique, ça ouvre la possibilité précisément à l'expression de divergences sociales sur le devenir des territoires de montagne en question, à potentiellement une remise en cause de la légitimité des solutions institutionnelles qui sont proposées jusqu'alors, et en définitive à une politisation des enjeux et des incertitudes associées autour de ces risques environnementaux. Or, ce qu'on a pu aussi observer sur notre terrain, c'est que les élus locaux jugent des deux territoires, en l'occurrence, jugent que ces enjeux et ces incertitudes sont incompatibles avec le maintien du modèle de développement socio-économique du territoire. Maintien du modèle qui est la priorité de leur action politique, il faut le préciser, car la mise en débat engendrerait du dissensus, du conflit, qui fragiliserait l'équilibre institué sur ce territoire. Dès lors, s'engager publiquement autour de la question des risques naturels est peu coûteuse et peu risquée pour les élus locaux et permettent de montrer qu'ils agissent, qu'ils sont actifs sur le territoire. Et dans ce cadre-là, travailler autour de l'information préventive, d'autant plus qu'elle n'a pas en France vocation, ou elle n'est pas directement liée à une logique de participation des citoyens au processus de décision publique, mais uniquement à la rigueur dans la façon d'établir les dispositifs de communication, ça fonctionne du coup assez bien. Pour le dire encore autrement et pour peut-être finir cette partie, l'information préventive autour des risques naturels s'inscrit finalement dans une logique de politique de prévention qui, en tant que catégorie de l'action publique contemporaine, prend comme objet des questions sociétales qui permettent au pouvoir politique de justifier son engagement, des questions sociétales qui sont apolitiques, aconflictuelles. Donc, donc on s'est posé la question, on revient sur cette question, pourquoi les acteurs, les élus locaux s'engagent dans l'information préventive alors que ce n'est pas une priorité. Alors là, je m'appuie sur les entretiens que nous avons menés avec les élus et les acteurs socio-économiques qui participaient au processus de décision publique au sein de ces territoires. J'ajoute aussi rapidement que les données là, que nous avons recueillies auprès des élus locaux n'ont pas forcément tout été collectées dans le cadre d'entretiens formalisés avec une retranscription. Mais comme nous passions beaucoup de temps sur les territoires, quelques jours minimum, parfois une semaine, parfois 2 semaines, nous avions aussi établi des relations informelles avec ces élus et donc nous avions beaucoup discuté avec eux, même de façon informelle, on va dire en off. Donc la première chose, c'est que les élus soulignent qu'ils se sentent obligés de s'inscrire dans une action publique, d'inscrire une action publique liée à l'information préventive, qui se sentent obligés par des contraintes législatives qu'a évoqué Michael, en pointant d'ailleurs le fait que l'État délègue de plus en plus de responsabilités à ces territoires, à ces collectivités territoriales, dans un contexte de contraintes budgétaires très fortes. Ensuite, on s'est rendu compte aussi que s'ils s'investissaient en quelque sorte dans l'information préventive, c'était pour renforcer le capital politique, leur capital politique. Alors, pas forcément auprès de leurs administrés, puisque comme on l'a vu, les habitants ne sont pas en demande d'une action publique liée à l'information préventive, mais plutôt auprès des différents échelons politiques, comme la communauté de communes, la préfecture, le département, la région, et on peut dire que les élus se retrouvent ainsi à prendre part au jeu, entre guillemets, pour reprendre une notion bourdieusienne utilisée par Fabien Dezage et David Guéranger dans La politique confisquée. Enfin, Michael l'a dit, et je le répète pour conclure cette partie, c'est qu'en effet, mettre en discussion les outils de communication pourrait en fait susciter des débats, des critiques par rapport à l'investissement des élus locaux sur l'information préventive, alors que les habitants, eux, sont en demande d'un investissement plus important sur des enjeux socio-économiques.
et démographiques. Donc, en conclusion, on peut dire que cette information préventive s'inscrit dans une logique de biopouvoir hein, qui a été analysée par rapport à des questions sociétales liées à la santé publique. Du fait, donc là je m'appuie bien sûr sur Michel Foucault, hein, le philosophe Michel Foucault, le fait que l'État se mette en retrait de l'économie de marché, c'est-à-dire qu'il va moins réguler l'économie de marché, il va de fait intervenir de façon plus importante sur des questions sociétales qui se présentent en fait comme apartisanes et aconflictuelles, comme l'a évoqué tout à l'heure Michael. Et il y a aussi un report des responsabilités sur les individus. Cette logique de biopouvoir, en fait, elle va se déporter du niveau national et supranational à des échelons plus locaux, alors que les habitants et les élus aussi hein, souhaitent se focaliser davantage sur les questions socio-économiques hein, en termes de débat ou de co-construction de politiques publiques. Leur participation est souhaitée sur des problèmes en fait, qu'ils ne considèrent pas, eux, comme des problèmes, comme un problème. Et donc, l'enquête démontre que la question de l'information préventive autour des risques suscite, malgré tout, une problématisation plus globale sur les injonctions paradoxales entre modèle économique de marché et développement durable, puisque lors des entretiens, quand on abordait la question des risques, les propos des habitants déplaçaient en fait cette question des risques sur d'autres risques que les risques naturels. Et sur le fait aussi qu'il y avait une responsabilité collective en termes de soutien à un modèle économique qui allait à l'encontre du développement durable et qui avait un poids un peu trop important qui était mis sur la responsabilité individuelle. Donc, dans ce contexte-là, et peut-être pour susciter le débat entre nous, on peut se demander quelle est la place pour un chercheur dans la production d'une expertise scientifique à visée sociopolitique, puisque nos résultats montrent qu'en fait, il faudrait déplacer le problème vers un autre qui n'était pas évoqué, qui n'était pas initialement prévu dans le cadrage de l'appel à projet européen auquel nous avons répondu. Nous vous remercions pour votre attention et donc nous sommes bien sûr à disposition pour répondre à vos questions. Merci énormément et vous êtes bien avant que le temps réglementaire, donc j'allais pas besoin d'intervenir. Alors je passe à Sébastien qui doit avoir plein de questions sous le chat. Oui, alors Merci. plein de questions, notamment d'un certain Benjamin, d'un certain Sébastien. Je vais commencer par cela, mais j'invite les autres participants aussi, publics extérieurs, même ceux qui sont un public extérieur anonyme. Sur Internet, vous pouvez poser des questions directement sur l'onglet volet questions-réponses et je peux moi les afficher. Et puis les membres du colloque peuvent le faire dans l'onglet conversation. Alors, première question, Michael et Jean-Philippe, c'est moi qui vais vous poser une première question. Et puis ensuite, je viendrai aux questions de Benjamin. Pour résumer de manière un petit peu provocante, mais volontairement, au départ, l'un des problèmes que vous posez, c'est à raison du changement climatique, il y a des comportements à faire modifier. Il y a ce contexte-là, changement climatique, avec des impacts sur l'environnement de montagne. Votre enquête montre que la politique de prévention, la communication et les mesures de prévention, la politique de prévention n'est pas une demande de la population pour plein de bonnes raisons, notamment démographiques et socio-économiques. Et ça l'est pour les élus pour de mauvaises raisons. Ça l'est parce qu'ils ont besoin de justifier et de légitimer leur travail. Ce qui pose plein de problèmes, mais qui ne résout pas la question initiale. Et la question initiale, c'est que fait-on, du coup, pour modifier les comportements de la population face à la question du changement climatique qui génère de vraies problématiques, y compris en montagne. Quelles sont vos préconisations pour venir à une de vos deux, parce que vous y avez la dimension critique et la dimension préconisation. Quelles sont vos préconisations, du coup, pour cette question qui reste une question brûlante? Alors, il y avait, c'est moi qui vais répondre, il y a un autre volet du projet qui portait effectivement sur l'adaptation des territoires par rapport aux enjeux liés au changement climatique, qu'on a effectivement assez peu abordé dans cette communication par choix.
ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait quand même un relatif, j'aime pas ce terme parce qu'il n'y a jamais de consensus complètement, mais il y avait un relatif consensus sur le fait, en effet, qu'il fallait faire évoluer le tourisme sur ces deux territoires. Alors, ce sont deux territoires sur lesquels il y a un parc naturel. Voilà, les deux territoires, il y a un parc naturel sur les deux territoires. Et donc, même les habitants qui étaient, contre initialement ce projet de parc naturel, donc, là je parle d'il y a quelques décennies, les anciens se disent finalement c'est un atout, c'est une chance d'avoir ce parc naturel, parce qu'effectivement, les enjeux d'aujourd'hui font qu'on pourrait valoriser ces parcs naturels pour faire venir des gens, plutôt que d'utiliser cet espace pour développer les stations. Parce que c'était ça le débat initialement, c'était si on crée un parc naturel, ça va occuper de l'espace qu'on ne pourra pas mobiliser pour développer nos stations. Donc, et ça, c'est très frappant, parce que nous avons aussi fait des entretiens avec les anciens élus, même les plus anciens, ceux qui étaient vivants, qui nous disaient qu'effectivement, ça avait fait beaucoup débat, et qu'aujourd'hui, c'était devenu une véritable opportunité. Et je crois que les gens sont aussi, les habitants, comme les acteurs socio-économiques, sont pareil assez conscients de ces enjeux liés au changement climatique et sont prêts à faire évoluer les stratégies d'attractivité des touristes autour d'un tourisme dit doux, je mets ça entre guillemets, dans les montagnes, développer aussi des activités 4 saisons, développer des activités dans les montagnes, dans les stations de montagne qui soient hors ski, voilà. Et donc à ne pas trop développer les stations, mais plutôt développer d'autres types d'activités. Et là-dessus, je ne suis pas sûr que les élus aient conscience, conscience c'est pas le bon terme, mais aient conscience en fait de ce relatif consensus là-dessus. Nous, on s'en est vraiment rendu compte en faisant des entretiens avec les habitants qui avaient dont certains vivaient d'ailleurs très bien du tourisme lié vraiment au ski, à l'activité ski, d'autres qui étaient beaucoup plus presque militants pour arrêter de développer l'activité ski, aller vers autre chose. Mais on sentait bien dans les entretiens qu'il y avait quand même un relatif consensus sur le fait que, il fallait continuer quand même le ski parce qu'ils ne voyaient pas trop d'autres modèles pour pouvoir vivre dans le village, mais deux, faire en sorte de valoriser d'autres atouts du territoire qui pourraient faire venir des touristes, pas forcément pour le ski. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Sébastien. Peut-être du coup, je me permets du coup de rebondir sur Jean-Philippe et sur peut-être répondre à un deuxième aspect de ta question, Sébastien, qui était plus sur la question des risques naturels. Voilà, qui était sur la question des risques naturels et sur finalement qu'est-ce que dit notre analyse critique liée à ce projet d'attraction par rapport aux conclusions de livrable opérationnel qui nous étaient demandées. Et peut-être sur la question spécifique des risques naturels, un des éléments, je pense, assez saillants que notre enquête va montrer et qui peut être une piste du coup de réflexion pour tenter de dépasser le paradoxe que tu pointais, c'est, en tout cas nous, ce qui apparaît de façon assez saillante, c'est que la centralité qui est donnée à la communication et à la formation autour de la prévention des risques participe de façon relativement paradoxale à délégitimer et à invisibiliser l'action de prévention, qui est pourtant nécessaire et légitime au sein des espaces montagnards. Pour le dire encore autrement, cette centralité à l'information et à la communication, tout passe par ces logiques d'information préventive. Ça participe aussi, à nouveau peut-être un peu paradoxalement, à la mise en cause par les habitants de ces territoires, des institutions politiques et du politique en tant que tel, où ils jugent aussi l'idée qu'il y aurait une surveillance accrue de leur comportement individuel, que la communication viserait à sensibiliser, à éduquer, là où précisément, et ça c'est un point important je pense à rappeler, où notre enquête de terrain montre qu'il y a une dynamique de mise en politique de ces questions, du devenir des territoires, du territoire alpin. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait à partir de ces résultats en faire, y compris dans une logique opérationnelle? Ce serait peut-être de se dire que finalement, la fabrication d'une dimension communicationnelle d'une politique de prévention, elle pourrait justement, plutôt que de viser le changement des comportements, être une occasion privilégiée d'impliquer les habitants dans la construction de ces enjeux sociopolitiques. C'est-à-dire de participer avec les habitants à déplacer la question initiale à plus uniquement la question des risques naturels, mais l'ensemble des risques naturels et anthropiques des territoires auxquels les habitants sont confrontés. Donc ça reviendrait à rendre visibles autour de ces questions les tensions, les stratégies d'acteurs entre les habitants, les pouvoirs politiques et les scientifiques. Ok, merci à tous les deux pour cette réponse, cette double réponse, l'une plutôt sur le volet
transition d'activité, et puis une autre réponse sur... On a un autre modèle de développement de communication et qui est plus participatif, on va dire, pour générer, pour générer une action différente. Donc très intéressant. Alors, plutôt que de rebondir, je vais laisser la parole. Alors j'aurais envie de rebondir, mais je le ferai peut-être par mail. Je vais laisser la parole à Sandrine Revé, qui est anthropologue, spécialiste également des risques. Alors je vais lire la question de Sandrine. Et ses remarques. Bonjour, merci pour cette présentation passionnante qui concorde totalement avec les recherches menées en anthropologie sur ces sujets. Je souhaiterais savoir, d'une part, si vous prenez en compte la temporalité dans vos enquêtes en fonction de la survenue ou non d'une crise sur le territoire. Est-ce que les choses changent dans ce cas si l'on est après une crise? Et deuxième question, sur les élus. Quel a été l'impact, s'il a existé, du procès au pénal du maire de la faute sur la mer après Cynthia? Alors du coup, peut-être pour répondre à la première question, oui, on prend en compte dans notre enquête la question de la temporalité et éventuellement de la survenue d'un aléa majeur. L'un de nos terrains d'études, et c'était justement une de nos hypothèses de travail, est marqué historiquement par des crues torrentielles et par le village dans les années 50-60 qui a été en grande partie dévasté. Voilà. Et du coup, avec la présence dans ce territoire-là d'une mémoire, d'une culture du risque de ces événements qui est encore très présente chez les habitants. Une grande partie des habitants du village ont vécu ça, ou ça s'est transmis de génération. Il y a tout un travail patrimonial autour de cette question-là. Donc on l'a pris, et notamment dans la dimension comparative avec notre autre territoire, où cette question-là n'est pas présente. Et du coup, ce que montre notre enquête, c'est que la survenue ou l'existence de cet événement majeur qui les a travaillés n'est pas une variable qui vient bousculer les résultats qu'on vous a présentés sur la façon dont les gens vont percevoir, vont se représenter, vont vivre, vont avoir des savoirs sur les risques. On n'a pas réussi, alors c'était une hypothèse de travail, à identifier quelque chose comme ça. Et peut-être deuxième point là-dessus, évidemment, par exemple, un des villages sur lesquels on a travaillé, il est soumis tous les ans, que ce soit à des avalanches qui arrivent proche du village, après la route d'accès au village qui est coupée par des crues, avec des laves torrentielles, de coulées de boue qui viennent couper. Et donc voilà, donc ça a fait partie aussi du coup de notre dynamique d'enquête. Et évidemment, quand ce genre de choses survenaient, on l'avait dans nos échanges, dans nos entretiens. Et à nouveau, et peut-être pour faire un lien avec un point qu'on vous présentait, qui était pour nous très saillant, parce que ça a été l'objet aussi souvent de discussions, de débats avec nos collègues qui étaient engagés avec nous sur ce projet de recherche, sur cette idée très forte qu'il y avait un déni des risques chez les habitants. Là où on le voyait beaucoup, c'est que, par exemple, les habitants, en fait, ils le connaissaient. Et donc, on rencontrait, ils disaient « Ah ben oui, mais là, vous savez, tous les ans, à chaque fois qu'il y a un orage, la route, elle est coupée. Ah ben, regardez. » Et ils documentaient. Voilà, donc nous, on a rencontré des habitants qui prennent des photos, qui ont des traces des événements survenus en disant « Bah, voyez, cette année, ça a été un peu moins fort. On n'a pas eu ce truc-là. » Ou « Ah, tenez, l'outil de sécurisation qui a été mis, et il a été efficace. Ah ben là, pas. » Voilà, donc il y a tout ce travail-là qu'on a pu voir et qu'on a pu observer. Et d'ailleurs, pour ajouter quelque chose, puisqu'on a quand même fait notre livrable, on va bientôt présenter notre plan de communication sur l'information préventive pour chacun des territoires. En fait, on est parti, comme levier de communication, on est parti en fait sur les pratiques déjà existantes. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les habitants avaient déjà des pratiques d'information préventive via le site de Météo France, ils parlent de la signalétique, du site de la mairie, voilà. Ils ne connaissent pas les outils réglementaires, ça c'est une chose, mais par contre ils ont des sources qu'ils consultent avant de pratiquer, d'aller faire leurs activités en montagne. Donc le levier de communication qu'on a privilégié, qu'on préconise de privilégier, c'est de partir de ces bonnes pratiques et surtout de ne pas faire une communication infantilisante, etc., mais de dire, voilà, vous pouvez aller sur le site de Météo France avant d'aller faire une randonnée, ou vous avez telle ou telle source d'information, puisqu'il y a aussi les touristes qui sont ciblés par cette communication. Il n'y a pas que les habitants, et nous avons fait d'ailleurs une enquête, mais là cette fois-ci par questionnaire auprès des touristes.
Et donc, on va partir des pratiques des habitants pour inciter les touristes à consulter aussi les mêmes sources que les habitants consultent. Sur la responsabilité pénale, c'est très fort. Quand on discute avec les élus, que ce soit sur chacun des 2 territoires, de façon mais aussi dans les entretiens, c'est très très fort, en effet. La responsabilité, tout à l'heure, Michael parlait de parapluie juridique, c'est très clair qu'ils ont très envie. On doit continuer, donc est-ce que vous pouvez conclure? Voilà, donc non, je confirme qu'effectivement c'est très fort. Ça ressemble un petit peu, dans le domaine de la santé publique, l'affaire du sang contaminé a été aussi un précédent qui a fait que les acteurs politiques, les ministres de la Santé ensuite ont appliqué un principe de précaution, je pense à la grippe H1N1, je ne parle pas du Covid, très fortement parce qu'ils ne voulaient pas en fait retomber dans le piège qu'il y a eu avec l'affaire du sang contaminé. Et c'est un peu ce qu'on sent aussi dans les territoires de montagne par rapport au risque naturel. Voilà. Super. Merci beaucoup vous deux pour cette super présentation. On a encore des choses à discuter dans l'avenir. Donc on va passer à Thomas Bihey qui est juste à côté de moi, donc qui vient de l'Université Clermont-Auvergne, qui va parler sur les cadrages médiatiques des risques naturels du Puy-de-Dôme, le cas des inondations et de retrait-gonflement des argiles. Allez-y. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les membres du colloque de m'offrir l'opportunité d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors, dans ma communication, je reviendrai sur les premiers résultats d'une recherche postdoctorale actuellement en cours au sein du laboratoire communication et société de l'UQA, qui porte sur le traitement médiatique et la perception des risques naturels auvergnats. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet... Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de revenir brièvement sur le projet PACSUN dans le cadre duquel est menée cette recherche. Il s'agit donc d'un projet qui bénéficie d'un financement FEDER-FSE dans le cadre du Challenge 4, risques naturels catastrophiques et vulnérabilité socio-économique de l'ICIT CAP 25-25 de l'UQA. Alors, 3 laboratoires y sont associés, à savoir communication et sociétés auxquelles je suis rattaché, le CELIS et le Géolab. L'objectif étant ici d'étudier les enjeux de l'appropriation et de l'évaluation des risques naturels et environnementaux, mais aussi de proposer des outils pour accompagner la réflexion collective vers des solutions d'adaptation à ces risques, mais aussi en termes de prévention et de sensibilisation. Alors, pour ce qui est du volet vraiment propre aux sciences de l'information et de la communication, notre objectif est d'étudier les cadrages médiatiques et les sources journalistiques relatives aux risques naturels auvergnats, mais aussi, dans un deuxième temps, l'interprétation des messages médiatiques sur ces risques. La recherche est donc organisée en 2 axes complémentaires, même si je n'aborderai que le premier d'entre eux aujourd'hui. Alors, comme le révèlent déjà les 2 exemples projetés, ici, nous avons fait le choix de nous concentrer sur 2 risques naturels spécifiques. Je ne sais pas pourquoi il y a un écran qui... Ok, donc 2 risques spécifiques qui sont le retrait et gonflement des argiles et les inondations. Alors je reviendrai ensuite, par la suite sur ce choix, mais on peut déjà le voir ici, que les 2 risques vraiment font l'objet d'un traitement médiatique vraiment différent, notamment dans la presse. Alors, ma communication d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, elle synthétise les premiers résultats issus d'une étude du traitement médiatique des risques naturels menée dans le cadre de ce projet PACSUN qui porte ici vraiment sur le Puy-de-Dôme et on va s'intéresser aujourd'hui à la presse. C'est des résultats qui demanderont à être précisés et l'analyse porte sur 2 axes complémentaires qui sont fortement intriqués. D'une part, les cadrages médiatiques de ces risques opérés par la presse et d'autre part, les pratiques et sources, voire données journalistiques qui y sont relatives. Alors, les cadrages médiatiques, ici, ils renvoient à la manière dont les médias contribuent parce qu'ils décident de traiter ou non et la façon dont ils le font à susciter une certaine représentation des risques naturels qui peut avoir une influence sur leur perception par la population, mais aussi par d'autres acteurs. L'objectif est donc d'identifier les cadrages privilégiés, les facteurs qui les influencent et les principales sources, voire pratiques journalistiques qui peuvent infléchir les représentations de ces risques et dès lors la perception de ces mêmes risques par la population, mais aussi d'autres acteurs.
Alors, à ce sujet, dans une perspective propre aux sciences de l'information et de la communication, les risques sont considérés en tant que construit social, qui existent du fait des instances discursives hétérogènes qui les énoncent et contribuent ainsi à en susciter certaines représentations. Pour en saisir les représentations et leurs enjeux, il s'agit donc de les investir à partir de 2 axes complémentaires. Celui des discours médiatiques qui sont diffusés sur à leur sujet, et celui d'autres acteurs liés ou concernés par ces risques, de leurs discours et pratiques, mais aussi de la manière dont ils s'organisent autour de la gestion de ces risques. Alors, cette exception, elle rejoint celle proposée par d'autres auteurs qui travaillent sur les risques naturels et industriels, comme Green, Elequin ou encore Provitolo et Dauphiné. Ces auteurs, ils soulignent tous le rôle central joué par les médias du fait que ce soit eux qui mettent en avant ces discours, acteurs et pratiques liés aux risques naturels dans l'espace public. Il permettra aussi par la suite dans notre étude de tisser un lien avec la question de la perception, puisque comme le soulignent notamment Dauphiné et Provitolo, les représentations portées sur les risques influencent les rapports à l'espace et les comportements humains lors des catastrophes. Alors voici déjà ici quelques exemples d'articles issus du corpus étudié qui témoignent justement de cette manière dont les médias constituent en quelque sorte une arène en publicisant les discours et pratiques d'acteurs hétérogènes, mais aussi les éventuels, par exemple, conflits qui peuvent opposer certains acteurs autour de ces risques naturels. Dans le premier exemple ici, vous avez vraiment un article qui concerne le dépôt d'un recours par des communes suite à la non-reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, mais qui traite aussi notamment de certaines tensions existantes entre les sinistrés et les assurances. Dans le deuxième article ici que j'ai mis en exemple, on traite plutôt de l'installation d'un dispositif de prévention des risques naturels, un radar météo qui permet de prévoir les inondations. Troisièmement, un dernier exemple, on a vraiment ici un dernier article qui traite d'un capteur défectueux qui aurait empêché d'avertir les habitants à temps, qui fait écho à un autre article beaucoup plus conséquent dans le même journal, qui là vraiment donne la parole aux habitants et en fait remonte leur mécontentement. Alors, cette recherche, elle se focalise sur 2 risques, comme je l'ai dit, les inondations et le retrait-gonflement des argiles. Du fait que les premières soient le risque naturel le plus traité médiatiquement pour le Puy-de-Dôme, tandis que le retrait-gonflement des argiles est très peu évoqué pour sa part, alors qu'il constitue en fait le risque le plus important en termes de dégâts et de coûts financiers pour le département. Alors l'objectif est donc aussi ici de comprendre la différence de traitement médiatique identifiée entre les 2 risques. Alors, si la communication d'aujourd'hui, elle va concerner l'analyse d'un corpus publié de 2018 à 2020, à terme, notre étude, elle portera sur des corpus liés à 4 périodes qui ont été identifiées comme étant des pics discursifs sur les 2 risques. De même, à l'étude de la presse s'ajoutera par la suite celle des médias audiovisuels, les réseaux sociaux. Alors, au final, il s'agira donc d'une recherche comparative à un triple niveau. Tout d'abord, on va s'intéresser au traitement médiatique des 2 risques distincts. Ensuite, celui des cadrages médiatiques de ces risques opérés par des médias, on va dire, traditionnels et des médias sociaux. Et enfin, elle permettra aussi de comprendre l'évolution du traitement médiatique de ces risques du fait de cette comparaison des 4 périodes sélectionnées. Alors, pour ce qui est de la méthodologie d'étude du traitement des 2 risques par la presse, une grille d'analyse adaptée vraiment à cette problématique a été définie. Plus précisément, il a été décidé de procéder en 2 temps d'analyse distincts qui se reflètent dans l'organisation de cette grille. Dans le premier temps, une analyse globale du traitement de chaque risque pour l'ensemble des articles des périodes considérées est effectuée. Elle porte sur ce qu'on appelle des métadonnées, à savoir des thématiques principales, le type d'article, le fait qu'il soit illustré ou non, ou tout simplement le fait qu'il soit issu de la PQR ou de la PQN. Dans le deuxième temps, auquel correspond la seconde partie de la grille d'analyse, une étude plus approfondie des cadrages médiatiques sur la base de moments discursifs plus circonscrits, c'est-à-dire de périodes liées à un événement, un épisode qui conduit à la production de nombreux messages médiatiques et qui laisse des traces à plus ou moins long terme dans d'autres discours produits ultérieurement, est pratiquée. Pour la période de 2018 à 2020, nous nous sommes vraiment concentrés sur les mois d'août au mois de novembre 2019. Alors dans ce second temps d'analyse, des analyses lexicales, thématiques, rhétoriques, sémiologiques et de l'énonciation sont effectuées. 4 cadrages sont pris en compte, à savoir ceux relatifs à l'attribution des responsabilités, aux conséquences économiques, à l'impact humain et à la prévention-gestion de ces risques. Parallèlement à l'analyse de la presse proprement dite, des entretiens semi-directifs sont aussi réalisés avec des journalistes, mais aussi certaines de leurs sources et plus largement des acteurs liés à la prévention et gestion de ces risques.
Il s'agit en fait de questionner les journalistes sur leurs pratiques et rapports aux sources, ou encore sur leurs propres connaissances et représentations de ces risques et des enjeux liés à leur traitement médiatique. Alors, en ce qui concerne les premiers résultats d'analyse, il apparaît tout d'abord le rôle central joué par la presse locale. Donc, premièrement, particulièrement la montagne pour le Puy-de-Dôme, dans le traitement des deux risques. En effet, la presse locale est presque la seule à traiter du retrait-gonflement des argiles, même si elle se limite pour la plupart du temps à publier des brèves qui ne font que reprendre les courses d'informations transmises par la préfecture, voire par les mairies, en ce qui concerne la publication des arrêtés de reconnaissance. Donc, préfecture et mairie constituent ainsi les deux sources principales d'information des journalistes locaux sur le risque. La presse locale est aussi prépondérante lorsqu'il s'agit de traiter des inondations dans le cas du Puy-de-Dôme, ces articles représentant quand même 80% du corpus. Son rôle central apparaît aussi lorsqu'on s'intéresse à la place accordée au département du Puy-de-Dôme dans les articles. C'est-à-dire que, alors que le Puy-de-Dôme est prépondérant dans les articles de la presse locale sur les deux risques, il est la plupart du temps évoqué de manière secondaire, voire très succincte, dans la PQN. Elle met pour sa part davantage l'accent sur d'autres départements et territoires, notamment ceux du Sud-Est et de la Bretagne. Une hypothèse pour expliquer cela, à creuser, serait, au regard des travaux notamment de Giacona, Martin et Ecker, qui travaillent notamment, eux, sur les avalanches au regard des Vosges et des Alpes, l'existence peut-être d'un archétype territorial propre au risque d'inondation auquel correspondraient davantage ces deux autres territoires que le Puy-de-Dôme. Ainsi, par exemple, il est fréquent que le Puy-de-Dôme soit évoqué succinctement dans des articles qui approfondissent davantage le cas du Sud-Est ou de la Bretagne, pour laquelle il est généralement aussi fait référence aux inondations, mais à d'autres risques qui sont complémentaires, notamment les risques côtiers. Alors, les premiers entretiens réalisés avec les journalistes vont aussi dans ce sens. Les journalistes, ils peuvent notamment avoir des représentations faussées des risques naturels propres à leur propre territoire. Un certain nombre d'entre eux indiquant, par exemple, privilégier la couverture de tempêtes à celui des inondations, alors que les inondations est vraiment le risque le plus récurrent quand on regarde les rapports officiels. Alors, un second résultat qui reste également à approfondir est le fait que, contrairement à celui des inondations, le traitement du retrait-gonflement des argiles est fonction de la publication des arrêtés de reconnaissance des états de catastrophes naturelles et, de manière plus générale, est axé sur la thématique de la reconnaissance de ces états. En fait, cela apparaît dans le corpus au regard des dates de la publication des articles, puisqu'elles correspondent majoritairement avec celles de la publication au journal officiel de ces arrêtés, mais aussi au niveau des principales thématiques évoquées dans les articles sur le retrait-gonflement des argiles. On le voit bien ici, lorsqu'il s'agit de ce risque, près de 87% des articles font directement référence à la reconnaissance, dont majoritairement aux arrêtés, bien que quelques-uns d'entre eux se réfèrent pour leur part à des procédures de dépôt de demande initiées par les communes. Le traitement du retrait-gonflement des argiles renvoie ensuite principalement à deux autres thématiques complémentaires à celle de cette reconnaissance, à savoir celle des dégâts matériels et dommages, plus ou moins à 7%, et de l'indemnisation des assurances. Les sinistrés sont quant à eux presque passés sous silence. 1,2% des articles les placent en tant que thématique principale, même s'ils sont évoqués laconiquement dans la plupart des brèves, c'est-à-dire 97% des articles publiés. Les assurés étant chaque fois invités à contacter leurs assurances ou leur mairie. En ce qui concerne les inondations, trois thèmes principaux sont pointés vers un traitement davantage de l'ordre du spectaculaire et de l'urgence, sur lequel je reviendrai par la suite. D'une part, la thématique principale est celle de la surveillance et de la prévision, qui est fortement liée au fait que Météo France est la principale source des journalistes sur ce risque. Deux autres thématiques principales s'inscrivent davantage en ce sens, à savoir celle des dégâts matériels et dommages liés aux inondations, qui représentent quand même environ un peu plus de 10% des thématiques principales, et celle des sinistrés et victimes, qui sont presque aussi de 10%. Les autres thématiques prépondérantes dans le cas des inondations doivent pour leur part être plus mitigées, on va dire d'un point de vue qualitatif, à savoir celle de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et des infrastructures, et celle de la gestion et de la prévention. En effet, ce sont des articles dans lesquels les inondations, en fait, ne sont souvent évoquées que succinctement et de manière secondaire. Alors enfin, je ne l'ai pas repris sur le graphique, mais il est étonnant de constater qu'aucun article, que ce soit sur les inondations ou le retrait-gonflement des argiles, ne traite des origines et causes des risques naturels en tant que première thématique, en tout cas pour la période 2018-2020. Elles sont d'ailleurs très peu évoquées tout court dans les articles, excepté pour le retrait-gonflement des argiles, où il est systématiquement fait référence à la sécheresse, qui est une des causes, en tout cas, donc qui est quand même assez succincte, du fait qu'elle est tout simplement évoquée dans les arrêtés. Alors, les types d'articles publiés sur les deux risques semblent aussi confirmer ce traitement de retrait-gonflement des argiles fonction des arrêtés, puisque la plupart des articles relatifs à ces risques sont en réalité des brèves ou des filets, comme on le voit ici à droite de l'écran. Les inondations font davantage l'objet d'articles approfondis et illustrés, mais elles sont aussi plus fréquemment placées en une.
une à laquelle ne figurent qu'une seule fois les argiles sur l'ensemble de notre corpus, mais également de l'ensemble des articles déjà récoltés pour les corpus à venir. L'analyse révèle aussi la publication de dépêches sur les inondations, contrairement au retrait des gonflements des argiles. Alors, ça paraît anodin ici, mais quand on connaît les autres corpus qu'on va analyser, il est étonnant de voir qu'en fait, à certaines époques, l'AFP était très importante en termes de couverture des retraits gonflements d'argile, y compris pour le Puy-de-Dôme. Alors, les analyses lexicales et rhétoriques confirment également la manière dont le traitement du retrait-gonflement est fonction de ces arrêtés et de leur publication, tandis que celui des inondations repose davantage sur l'exacerbation de leur dimension spectaculaire, voire dramatique. En effet, le syntagme retrait-gonflement des argiles utilisé par les organisations liées à la gestion et à l'information sur les risques naturels est très peu évoqué dans la presse. D'autres syntagmes qui correspondent justement à ceux utilisés dans les arrêtés lui sont préférés, comme par exemple celui de mouvement de terrain différentiel. Alors, axé sur ces arrêtés, le lexique s'avère être aussi plus neutre et ne pas contribuer à l'exacerbation des dimensions spectaculaires et dramatiques du risque, pour faire référence au cadrage de l'impact humain qui est pris en compte dans l'analyse, dont j'ai repris ici les statistiques. Alors, par exemple, alors que l'on parlera presque systématiquement de sinistrés dans le cas des inondations, même dans les articles publiés hors épisode, on parlera principalement d'assurés et d'habitants dans le cas des argiles, ce qui quand même déjà réduit un peu la tension. Pour les inondations, quelques champs lexicaux qui contribuent à exacerber les dimensions spectaculaires et dramatiques sont couramment utilisés, dont ceux de l'urgence, de la catastrophe et du spectaculaire justement. Par exemple, on fait régulièrement référence au caractère dantesque des inondations. Les résultats de l'étude de cadrage de l'impact humain en témoignent, puisque seulement 7,9% des articles sur les argiles évoquent un exemple humain ou mettent l'accent sur le visage humain de la catastrophe, alors que 41% sur les inondations le font. De même, on voit peu d'articles sur les argiles qui comportent un lexique et des images tendant à exacerber ces caractères spectaculaires et dramatiques, contrairement aux inondations. Alors, l'analyse sémiologique des images tend aussi à confirmer cette différence existante entre le traitement médiatique du retrait et celui des inondations. Il est d'abord à noter que peu d'images sont diffusées sur les argiles. À peine 14,5% des articles de notre corpus sont illustrés, tandis que plus de 80% de ceux sur les inondations en présentent. Dans le cas du retrait-gonflement d'argile, la plupart des images ont peu d'effet en termes de dramatisation et d'exacerbation du caractère spectaculaire. La plupart servent vraiment d'illustration et correspondent donc à celles diffusées ici. Celles sur les inondations accentuent vraiment, elles, clairement cette dimension dramatique et spectaculaire des événements, tout en participant à accentuer l'impact humain. La majorité d'entre elles, en fait, concernent d'abord les dégâts, les sinistrés et les secours. Alors, ici à gauche, vous avez les principales images sur le retrait-gonflement des argiles qui renvoient aux dégâts et aux sinistrés. Ce sont les seules que l'on trouve. Elles reviennent constamment dans les quelques articles qu'on porte. Il s'agit donc vraiment d'une exception à ce niveau. On voit aussi une autre exception en ce qui concerne le traitement de retrait-gonflement, à savoir l'image ici d'un schéma, vous voyez sur la double page en dessous, qui explique justement le phénomène, mais de manière extrêmement succincte, quand on est l'ensemble des causes qui sont rattachées. En bas à droite, vous avez aussi un des rares contre-exemples pour ce qui est des inondations, à savoir une photographie qui montre certes que l'eau a monté, mais qui exerce peu cette dimension spectaculaire. Alors, au niveau de l'énonciation, les discours de presse relatifs aux deux risques renvoient fortement aux sinistrés habitants et aux autorités administratives et fonctionnaires publics, au premier rang desquels figurent les préfectures et les mairies. Mais ils se distinguent malgré tout sur certains niveaux. D'une part, l'écologie, si on peut dire, des acteurs du risque inondation, se distingue du fait des nombreuses références faites à Météo France, qui constituent, comme je l'ai dit, la source principale des informations, et aux secours, ces derniers renvoyant une nouvelle fois, de par leur articulation avec les sinistrés, au caractère urgent et dramatique des événements. Pour sa part, l'écologie du risque du retrait-gonflement est avant tout caractérisée par le couple assurance-sinistré, auquel s'ajoutent les autorités administratives et fonctionnaires publics, ainsi que les acteurs de la société civile, à savoir des associations de citoyens qui militent pour être reconnus et indemnisés. Cette articulation renvoie encore à la thématique de la reconnaissance de l'état de catastrophe et à celle de l'indemnisation des victimes qui est liée. Alors, l'étude des cadrages médiatiques confirme les premiers résultats d'analyse que j'ai présentés précédemment. Comme évoqué, le traitement des inondations se distingue de celui des argiles de par l'accent mis sur l'impact humain et plus précisément sur l'aspect humain de l'épisode, dont les caractères spectaculaires, comme je l'ai dit, et dramatiques sont renforcés par le lexique et la dimension iconique. Le traitement des argiles se distingue particulièrement de celui des inondations par l'accent mis sur la responsabilité et le conflit.
Alors cela s'explique ici du fait que les articles sur les inondations traitent peu des causes et des conflits pouvant exister entre différents acteurs en présence, alors que pour le retrait-gonflement des argiles, la sécheresse, comme je l'ai dit, est systématiquement évoquée comme l'une des principales causes du retrait. De même, les rares articles approfondis sur ce risque concernent principalement des conflits opposant soit des communes au ministère dans le cadre de procédures de reconnaissance, soit encore des associations de sinistrés, comme je l'ai dit, à des assurances. Les résultats relatifs aux deux autres cadrages sont plutôt à mitiger, j'ai envie de dire, pour leur part. Pour ce qui est de la gestion et de la prévention, elles sont présentes dans le traitement des inondations à travers principalement l'évocation des mesures mises en place par les secours lors des épisodes. C'est-à-dire qu'on en parle très peu en dehors des épisodes. Tandis que les articles sur les argiles expliquent pour leur part, souvent de manière très succincte, les procédures de reconnaissance et surtout de demande d'indemnisation aux sinistrés. Les pratiques à adopter en cas d'aléa prises en compte dans ce cadrage sont très peu traitées dans les deux cas. Le sont davantage dans les articles sur les inondations par le truchement en fait de Météo France. On reproduit les schémas et les cartes sur lesquels figurent les consignes des autorités publiques. Pour ce qui est des conséquences économiques, elles sont fortement évoquées dans les deux cas à partir des références faites aux dégâts matériels. Mais seuls les articles sur le retrait-gonflement des argiles semblent cependant évoquer de manière récurrente la question des pertes et coûts financiers liés au risque. Enfin, les coûts et le potentiel gain qui pourraient être liés à la mise en place de mesures et dispositifs de prévention et de sensibilisation sont très peu évoqués, voire pas du tout, dans le cadre des risques. Alors pour conclure, je fais un petit lien quand même avec les premiers entretiens qui ont été réalisés avec les journalistes, en étendant ici d'ailleurs aux journalistes à la fois de la presse, mais aussi de la radio et de la télévision et télévisée. Alors bien, comme j'ai dit, qu'elle soit à approfondir, certaines pistes émergent de ces entretiens, qui permettent aussi en partie d'expliquer les différences de traitement des deux risques identifiés. Alors je ne vais pas en profondeur sur toutes pour une raison de temps. Il apparaît tout d'abord une méconnaissance des risques naturels et des acteurs et dispositifs qui y sont liés. Elle varie fortement en fait en fonction des risques considérés. Quand on les rencontre, les journalistes sont vraiment très à l'aise quand on leur parle des inondations. Ils le sont beaucoup moins en ce qui concerne le retrait-gonflement des argiles, par exemple. À ce sujet, il semble que les journalistes soient aussi guidés par leur parcours et expérience personnelle et professionnelle. Par exemple, une journaliste qui a été amenée à travailler sur les séismes il y a plusieurs années déclare par exemple faire de la veille sur le sujet et être très intéressée, voire interpellée, alors qu'elle se déclare pas du tout interpellée par exemple par le risque des inondations. Plusieurs journalistes rencontrés pointent aussi la difficulté, selon eux, d'accéder aux personnes de référence auprès des organisations liées aux risques naturels, ou encore plus simplement le manque de dynamisme de ces organisations en termes de communication sur leurs activités et sur les risques. Les routines journalistiques sont aussi à creuser, je pense. Par exemple, certains risques seraient davantage traités tout simplement du fait que les journalistes disposent déjà dans leur carnet d'adresse des personnes référentes et donc peuvent facilement intervenir en cas d'épisode. Alors, pour étendre la réflexion à d'autres médias, comme je l'ai dit, plusieurs journalistes soulignent ainsi aussi que les contraintes professionnelles et organisationnelles peuvent influencer la couverture des risques naturels. Par exemple, un journaliste de France Bleu, Pays d'Auvergne, il indique que la difficulté de dépêcher des journalistes sur le territoire de l'Auvergne alors qu'ils ne sont que 10 journalistes titulaires. Des choix doivent donc être faits selon lui en termes des thématiques à couvrir, ce qui explique que des sujets dont ceux liés aux risques naturels, entre guillemets, sont souvent traités de manière secondaire, excepté lors des gros épisodes. Le retrait-gonflement des argiles est un risque particulièrement concerné selon cette personne, car il se prête très mal à, on va dire, une information chaude, typique de la radio. Alors enfin, plusieurs journalistes, j'en ai parlé en partie, indiquent que certains risques se prêtent davantage à un traitement médiatique que d'autres, notamment du fait de leur caractère spectaculaire, qui permet de susciter à la fois l'intérêt des lecteurs et auditeurs, mais facilite aussi leur mise en visibilité. Certains risques s'avéraient aussi ainsi davantage adaptés que d'autres aux contraintes et caractéristiques distinctives de chaque média. Alors je viens d'en parler, pour Radio France par exemple, il m'indiquait que le retrait et gonflement des argiles s'inscrit dans le temps long et ne se prêterait pas, selon eux, à de l'information radiophonique axée sur l'immédiateté. Voici donc, pour conclure, j'ai envie de dire un clin d'œil à nos collègues notamment du CELIS, parce qu'on pourrait ici se poser la question du caractère plus ou moins médiagénique, voire transmédiagénique des différents risques naturels. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à votre question. Merci. Merci Thomas. Sébastien, je pense que tu as des questions. J'ai une question pour le moment, c'est une question de Benjamin Van Vriek de Vries. De moi? Oui, Benjamin. Alors, je te rappelle ta question. Tu peux la poser directement du coup. Ouais, si tu me permets. Oui. Ok, merci. Donc, il faut que je me souvienne ma question. Mais première chose, c'est... Oui, c'est dans le chat, oui, c'est vrai.
Le problème de retraite et gonflement est largement dû au mode de construction, des normes de construction. Et le problème d'inondation est dans une grande partie causé par des cours d'eau mal gérés ou l'urbanisation inconsistante ou inconsidérant. Est-ce que cet aspect sort dans les médias? Oui. Alors, le problème des constructions, comme je dis, il sort très peu par rapport au retrait gonflement des argiles. Il en sort principalement des articles qui sont consacrés aux associations. C'est des associations qui rencontrent les journalistes. D'ailleurs, c'est les photos que je vous ai montrées dans un des exemples que j'ai marqué ici. Voilà. Hein, c'est d'ailleurs 2 ou 3 associations ici, vraiment proches de Clermont, qui ont vraiment tout un travail ici de communication et on va dire d'essayer de se faire reconnaître. Et c'est là où on parle justement de cette question des habitations et des consignes, des règles de construction. Qui ont évolué récemment. Hein. Genre, je n'ai pas la en tête, mais il y a quoi? Il y a 3-4 ans, il y a une loi qui est passée où là, vraiment, il y a une obligation, notamment de faire des relevés quand on veut construire ou acheter une maison. Donc, c'est réduit à la responsabilité individuelle. Viviane, je voudrais que tu... Alors, je relais la question de Viviane. Donc, c'est réduit à la responsabilité individuelle, même remarque que l'exposé précédent. Alors, ouais, là, il y a... Enfin, je ne sais pas si je comprends la question, mais ce qui est intéressant justement, parce que j'ai aussi réalisé l'entretien similatif avec ces associations évidemment, c'est qu'on voit que là il y a vraiment un conflit effectivement entre les assurances, les compagnies d'assurance et les assurés, à savoir qu'il y a un certain nombre de critères qui influent sur le retrait gonflement des argiles et plutôt qu'être pris en compte par les assurances pour entre guillemets indemniser et dédommager les habitants, il y a vraiment plutôt une utilisation de certains de ces critères pour dire aux habitants que c'est effectivement de leur ressort de par des arbres trop près de leur maison, etc. Et donc, voilà, il y a toute une lutte, j'ai envie de dire, pour imposer les critères de reconnaissance et d'indemnisation autour de ces questions. J'ai une autre question, si je peux. Mais, Liliane. Oui, donc pour terminer, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, il n'y a jamais de questionnement sur la politique publique et sur l'urbanisation. C'est toujours assuré, assureur. Ça fait partie du domaine privé. C'est ça. Voilà. Enfin, pour ce que j'ai vu pour le moment, hein, comme on est au 8e mois, mais je pense qu'effectivement, ça va se confirmer. Je trouve ça très intéressant. On a suivi les journaux en Arequipa à propos des inondations. Et le reportage, le spectaculaire, bien sûr, sort très clairement. Mais le culpabilité est quelque chose qui est élevé tout le temps. Qu'ils mettent la culpabilité sur quelqu'un, qui est normalement le gouvernement, pour rien faire. Et je trouve que c'est les 2 cas en Auvergne et en Arequipa sont intéressants parce qu'ils sont vachement différents. Le façon qu'ils traitent les conséquences et la prévention. Donc ça, c'est très intéressant à comparer. Voilà. Je pense que justement qu'avec M. Rouquette, Sébastien Rouquette, vous aurez l'occasion de faire cette comparaison. Bon, on est très proche à 10 heures, donc je vais appeler à tout le monde de prendre une petite pause de 15 minutes avant qu'on rejoigne pour la 2e session sur les outils de médiation créative et éducatif du risque. Donc, 15 minutes de pause et on se voit à 10h15. Et si possible, Raja.